Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Merci de votre fidélité sur le 3xW.canalk.ch et sur Radio Avoleté. Le mercredi 31 mars 2021, la Chambre d'appel de la CPI a définitivement acquitté le président Koudjou Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé pour les accusations de crimes contre l'humanité commis dans la crise post-électorale entre 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Acquittés en première instance en janvier 2019, puis placés en liberté conditionnelle, les deux accusés devaient retourner devant la chambre d'appel de la dite cour car la procureure Bensouda avait interjeté appel de la décision. L'instance d'appel vient de confirmer l'acquittement définitif avec annulation de toutes les restrictions de liberté. Voici donc Koudjou Gbagbo et Charles Blé Goudé blanchis par la justice internationale et totalement libérés. Amis auditeurs panafricains, la première interrogation qui vient spontanément à l'esprit, c'est tout ça pour ça? L'issue de cette procédure pourrait-elle en être autrement? Les désormais acquittés et libérés vont-ils pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire sans entrave? Si Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas les responsables des crimes qui, eux, sont bien réels, qui doit en répondre pour que les victimes puissent obtenir justice? Au travers de cette décision de la CPI, l'heure du pardon et de la réconciliation a-t-elle sonné une fois pour de bon en Côte d'Ivoire? Interview exclusive avec l'Ivoirien Dr Boga Sako Gervais. Canal K. Bonsoir, Dr Boga Sako Gervais. Bonsoir, cher ami Amos Sylvain. Bonsoir, chers auditeurs de cette grande radio de Canal K et de même que à vous l'été. C'est un plaisir d'être avec vous. Je salue l'Afrique qui nous suit, je salue la diaspora qui nous suit, je salue le monde entier. Dr Boga Sako est président fondateur de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique FIDOP et va nous accompagner tout au long de cette émission. Notre collaborateur Sénapetor depuis Luxembourg. Sénapetor, bonsoir. Bonsoir, cher Sylvain. Bonsoir, Dr Boga Sako. Et bonsoir à l'Afrique et à la diaspora. Et Dr Boga Sako, on va commencer justement par le début de la procédure. Alors, vu les conditions dans lesquelles le procureur à l'époque, le procureur général à l'époque, Louis Moreno Ocampo, avait démarré la procédure de poursuite contre le président Gbagbo, est-ce que cette issue n'est-elle peut-être pas inéluctable selon vous? Ah non, c'était tout à fait clair. Je pense que, en tout cas, merci beaucoup de me recevoir à cette émission. Et les Ivoiriens, de même que les panafricanistes qui suivent la situation sociopolitique ivoirienne ne sont pas surpris à la vérité. En fait, nous sommes très heureux aujourd'hui de ce dénouement, mais on n'est pas surpris du point de vue de la logique. Il est vrai aussi de dire qu'on a été très inquiet depuis ces 10 bonnes années que nous avons passées à suivre ce dossier, moi-même qui suis exilé à cause de cette situation. On était inquiet parce que la CPI, pour nous, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas un tribunal ordinaire, n'est pas un tribunal classique, n'est pas un tribunal purement juridique. Elle a un relent politique parce qu'on a tous vu aujourd'hui avec le procès du président Laurent Gbagbo qu'il y avait des grandes puissances qui ont toujours la même mise sur cette juridiction. Et donc, c'est normal que nous étions inquiets. Mais à la vérité, on n'est pas surpris. Depuis le 30 novembre 2011, que le président Laurent Gbagbo a été donc déféré devant la Cour, mais pour nous, il a été déporté, rien, mais je vous dis, rien ne permettait à la CPI d'accueillir le président Laurent Gbagbo. Rien. Sauf que la France, un certain Nicolas Sarkozy, ont goupillé, la France a goupillé avec l'aval de l'ONU pour que nous en soyons là. Et c'est pour cela que le livre que j'avais sorti à l'époque en 2012, en janvier 2012, depuis l'Italie, qui a été même traduit en italien et qui s'intitule « La guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu », avec pour sous-titre très évocateur
et si Nicolas Sarkozy avait trompé le monde entier sur la situation ivoirienne. Et je pense que j'ai eu raison aujourd'hui. Alors, acquittement définitif de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Alors, joie et colère ou décision tardive de la Cour pénale internationale. Pour vous, est-ce que c'est une joie pour vous, mais c'est de la colère? Les deux à la fois. Les deux à la fois, parce que quand on dit que cette guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu, ce procès n'aurait jamais dû donc avoir lieu. Et hélas, il eut lieu. Mais il finit bien. Il finit bien et c'est pour cela que les Ivoiriens sont heureux. Vous avez vu quelques images qui ont été présentées sur tous les médias internationaux. Les Ivoiriens ont jubilé dans la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, même la plus grande joie a eu lieu certainement en décembre 2018, lorsqu'il a fuité une mauvaise rumeur, enfin c'était une bonne rumeur, ça dépend, selon laquelle ils avaient même été acquittés provisoirement. Ne serait-ce que la liberté provisoire avait fait que tout Abidjan, toute la Côte d'Ivoire était en effervescence. Et donc, ce qui s'est passé le 31 mars 2021, c'est une libération en fait. C'est une libération. Les Ivoiriens sont comme libérés. Et quand je dis les Ivoiriens, je ne fais pas la part des choses, hein, parce que ne considérez pas la partie RHDP de M. Ouattara là comme représentant tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens, dans leur large majorité, veulent en finir avec les crises internes. On veut tourner la page de la crise de 2010-2011 pour qu'une Côte d'Ivoire nouvelle émerge. Parce que malheureusement, depuis que M. Ouattara est installé au pouvoir le 11 avril 2011, où le président Laurent Gbagbo a été déchu par la communauté internationale, notamment la France en première ligne, la Côte d'Ivoire n'a pas vécu jusqu'à aujourd'hui. Elle est restée suspendue. Et donc cette décision du 31 mars 2021 vient comme pour libérer le pays. C'est pour cela que les mots que nous prononçons aujourd'hui, ce sont des mots de réconciliation. Malheureusement, Ouattara ne la veut pas, cette réconciliation, mais nous, les Ivoiriens, nous la voulons. Parce que c'est notre pays, on n'a pas deux patries. On veut que la Côte d'Ivoire renaisse avec les Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Centre. Et Laurent Gbagbo manquait, et Charles Blé Goudé manquait. Aujourd'hui, c'est la joie. Elle est totale. D'accord. Nous allons relancer notre collaborateur Sénat Pétor qui nous accompagne depuis Luxembourg dans cette émission spéciale acquittement définitif de Laurent Gbagbo de Charles Blé Goudé, joie ou colère, une décision tardive de la Cour pénale internationale. J'espère que Sénat Pétor a quelques questions à soumettre également au docteur Bogasako. Sénat Pétor depuis Luxembourg. Alors, docteur Sako Gervais, Madame Simone Gbagbo a déclaré, tout juste après, elle a annoncé de la confirmation de l'acquittement définitif du président Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé, que Fatou Bensouda avait hérité, je cite, d'un dossier pourri. Est-ce que vous partagez cet avis? Et si oui, pourquoi Fatou Bensouda n'avait-elle pas vite fait d'arrêter les frais? Docteur Bogasako. Très bien, très bien. Oui, Madame Laurent Gbagbo, Madame Simone Eve Gbagbo a parfaitement raison. De toute façon, elle a raison parce que, mais en même temps, je ne crois même pas que Fatou Bensouda ait hérité. Parce que ce que les gens ne savaient peut-être pas, c'est que Fatou Bensouda a été depuis longtemps complice dans le jeu. Monsieur Ocampo Morino était donc le procureur, mais son adjoint, c'était Madame Fatou Bensouda. Donc tout ce que faisait Monsieur Ocampo, Fatou était déjà au courant. Donc en réalité, elle savait le dossier. Elle connaissait le dossier. Donc c'est vrai qu'elle a hérité dans la forme, puisque après, elle prend la relève. Quand M. Morino Ocampo finit son mandat à la CPI, c'est elle qui est propulsée, mais en même temps, elle continue le dossier. Donc pour moi, oui, elle a hérité d'un dossier pourri, mais je vais aussi vous faire une révélation. C'est le professeur Michel Gali, qui est un politologue français, qui est ami aussi au président Laurent Gbagbo, qui a beaucoup travaillé avec nous dans la diaspora. Il est beaucoup connu sur les réseaux sociaux, on a beaucoup travaillé, il était sur tous les plateaux étrangers, donc français, là. Et donc, c'est Michel Gali qui m'a fait une révélation. Une fois, je l'ai invité en Italie au cours d'une grande conférence avec nos compatriotes sur le dossier d'ailleurs. Et il me révélait que, à la vérité, Fatou Bensouda a géré le dossier ivoirien exactement comme elle l'a géré
le dossier rwandais. Parce que tenez-vous bien, cette Fatou Bensouda, elle était également procureure du TPI pour le Rwanda, le tribunal pénal international spécial pour le Rwanda. Et ce qui s'est passé au Rwanda, c'est qu'on a poursuivi les partisans du président donc éliminé dans le même schéma que ce qu'elle a transposé à la CPI. On a poursuivi le chef de l'État assassiné et ses partisans qui avaient, vous vous rappelez très bien la radio Mille Collines et tout ce qui s'est passé, on poursuivait exactement le chef de l'État, et de même que le responsable de la jeunesse rwandaise, la jeunesse du parti du président assassiné, là, dans le même schéma. Et donc, elle n'a fait qu'une transposition sur le dossier ivoirien où Laurent Gbagbo était poursuivi et Charles Blé Goudé considéré comme le jeune homme qui travaillait pour le président, poursuivi dans le même schéma. Et on leur attribuait donc la mise en place d'un plan commun pour éliminer exactement tous les autres, tous les adversaires. Vous voyez donc, c'est le professeur Michel Gali qui me renvoyait cela et on n'est pas surpris. La Fatou Bensouda, c'est la même Fatou Bensouda qui n'est que la continuité de M. Morino Ocampo qui fut son patron et donc elle a hérité. Donc moi je considère que toute la combine, toute la corruption qui a été révélée par vos confrères de Mediapart qui ont rendu le dossier mondial, la corruption dans laquelle baignait M. Morino Ocampo de connivence avec M. Ouattara, c'est exactement ce que Fatou Bensouda a continué. Et vous allez voir dans la suite, je vais le dire, on n'est pas surpris, elle a été corrompue et puis elle n'a pas mené d'enquête. Elle s'est contentée de ce que le camp Ouattara lui a versé, de ce que la presse pro-Ouattara lui disait, de ce que les ONG Amnesty International et Human Rights Watch, qui étaient contre Laurent Gbagbo, lui ont versé. Mais en tant que procureur, elle n'a pas mené d'enquête sur le terrain. C'est pour cela que dès le départ, elle a été déboutée. La CPI, le tribunal, j'allais dire la cour spéciale d'anticipation qui avait été mise en place, a dit que les charges n'étaient même pas suffisantes pour qu'il y eût un procès. Voilà déjà la première sanction qui avait été dite contre Mme Bensouda. Mais malheureusement, elle n'a pas voulu faire un travail juridique. Et donc là, aujourd'hui, c'est un camouflé, c'est un désaveu mondial. Pour une juriste, je pense que quelque part, c'est un gros échec. Et c'est dommage. Eh bien, justement, Dr Boga Sako, avant de continuer avec vous cet entretien exclusif sur ce dossier acquittement définitif de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, une décision tardive de la Cour pénale internationale, je vous propose d'écouter la réaction de Marie-Paul Babli, juriste ivoirienne et conférencière. Canal K. Bonjour Sylvain, bonjour aux auditeurs de Canal K. Je suis ravi de pouvoir répondre à cette question. 10 ans pour donner cette décision, c'est long. C'est long pour un homme, c'est long pour quelqu'un qui s'est battu pour son pays. 10 ans loin de sa famille, 10 ans loin des siens, 10 ans loin de la chaleur. C'est très très long. Mais c'est le temps qu'il a fallu pour que le monde entier se rende compte de cette farce, de ce pseudo-procès politique qui avait lieu contre 2 enfants de l'Afrique qui ont eu de façon flagrante une violation de leurs droits aux yeux, à la face du monde, sans que personne ne puisse agir, interagir, parce qu'il fallait les éloigner de la Côte d'Ivoire et se faire oublier, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Le 31 mars dernier, j'ai eu vraiment l'opportunité de voir en vrai Laurent Gbagbo arriver à la CPI vers 13h30. C'était un homme combatif, mais fatigué, très fatigué. Les 10 ans l'ont usé, et c'est normal. Moralement, psychologiquement, psychiquement. Mais il est toujours habile, ça je peux rassurer tout le monde. Et le ministre Charles Blé Goudé, tout le monde a vu, il est sorti très déterminé et heureux et satisfait qu'enfin la vérité soit sûre. Ils sont libres. Alors, faut-il maintenant aller vraisemblablement dans une procédure de dédommagement? Oui. Mais surtout, qui sont maintenant les responsables? Parce que si un camp était innocenté, donc il faut commencer à voir l'autre camp. Parce qu'il y a eu plus de 3000 morts, tout le monde le sait. Tout a commencé en 2002 et non pas en 2011. Qui est responsable de tout ce dégât? Je pense que la CPI commence à s'y pencher. Il y a déjà des enquêtes en cours. Et enfin, ce que je pourrais dire,
les responsables, la France, les USA, toutes ces communautés internationales qui ont participé, ces ONG qui avaient écrit des papiers fallacieux, tous répondront de leur, en tout cas, verront leurs responsabilités engagées. Pour la Côte d'Ivoire, c'est un moment merveilleux pour l'Afrique, de savoir qu'on peut vaincre un système lorsqu'on est dans la vérité. On peut faire dans la politique dans la vérité. Alors, ils sortiront, maintenant l'autre étape arrive, ils vont rentrer chez eux. Comment ça va se faire, dans quel cadre? Nous sommes en train de nous y atteler, nous verrons la suite, mais il faut que ça se fasse dans les 3 mois. Et à partir de là, on avisera. Mais ce qui est certain, Ouattara et tous ceux qui l'ont soutenu en 10 ans viennent de prendre une de leurs plus grandes défaites. Et ça, je suis heureuse aujourd'hui que la Côte d'Ivoire ait montré le chemin. Comme a dit le président Gbagbo, j'irai jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Et maintenant, ça donne confiance, ça fait renaître un espoir, une symbolique pour l'Afrique. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Eh bien justement, vous avez écouté tout à l'heure Marie-Paul Babli qui est juriste, je le disais, et dans sa réaction, elle évoque une piste de procédure de dédommagement après l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Alors, docteur Boga Sako, est-ce que vous partagez son avis? C'est dans l'ordre normal des choses, hein. C'est dans l'ordre normal des choses. Et il ne pouvait pas en être autrement. Le président Laurent Gbagbo a été assisté par des avocats conseils qui connaissent très bien le droit et qui connaissent très bien la procédure. Dès l'instant où il a été aujourd'hui acquitté, innocenté, blanchi, totalement sur toutes les charges qui pesaient contre lui, il a passé quand même 10 ans dans les géos de la CPI. 10 ans, depuis le 30 novembre 2011 jusqu'à ce qu'il soit acquitté le 15 janvier 2019 et confirmé définitivement le 31 mars 2021. Mais tout ce temps perdu, vainement, inutilement, il a été déchu alors qu'il était président de la République. Jusqu'à ce jour, qu'est-ce qu'on fait? La CPI sait très bien, c'est du droit. Je pense que votre confrère qui se trouve au Luxembourg le dira, c'est du droit. Dès l'instant où une personne a été injustement gardée en prison, privée de tout, il était même en prison, il a perdu sa mère. Il a demandé une dérogation spéciale pour aller à l'enterrement de sa mère. Il ne l'a pas obtenu. Donc aujourd'hui, oui, Laurent Gbagbo est en droit de réclamer des réparations. Et c'est ce qui va se passer. Exactement, Jean-Pierre Bemba l'avait fait. Lui aussi qui avait été innocenté par après. Bon, malheureusement, lui n'avait pas eu la chance. La Cour l'avait débouté. Mais même sur cette question de la Cour qui pourrait débouter le président Laurent Gbagbo, en tant que militant des droits de l'homme, là, je lèverais une vive protestation. D'accord. Parce que la CPI, elle déboute lorsqu'elle n'a pas elle se trouve dans l'incapacité de verser des dommages et intérêts. Mais si c'est une juridiction qui se respecte, elle devrait pouvoir cela. Parce que quand on poursuit toujours à charge, sachez aussi qu'on poursuit aussi à décharge. Et le monsieur a été innocenté, vous devez lui verser des dommages et intérêts. Il faut que la CPI se donne les moyens si elle veut être une juridiction digne de ce nom. D'accord. Et je vais relancer notre collaborateur sénateur depuis Luxembourg et nous parlons toujours de cette affaire, hein, l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Sénateur, je pense que vous avez toujours des questions, hein. On en a quand même beaucoup aujourd'hui. Bah, tu sais que personnellement, c'est un dossier qui me tient à cœur pour des raisons voilà, que j'ai souvent partagées avec toi. Je suis cette affaire depuis le premier jour de la crise post-électorale. Donc, oui, c'est certainement que j'ai énormément de questions à poser. Alors, docteur Boga Sako-Gervais, si Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas les responsables des crimes qui eux, sont bien réels, hein, on ne va pas nier l'existence des plus de 3000 morts, qui doit alors en répondre pour que les victimes puissent obtenir justice? Mon cher Sénat, c'est une question très légitime, fondamentale. J'allais même dire, c'est la question essentielle même en fait. C'est la question essentielle. Parce que qu'en a-t-il des victimes? Oui. Oui, ça dit que je suis invité ici, c'est vrai, en tant que militant des droits de l'homme, quelqu'un qui est engagé dans la société civile, mais qui a pu
fait et cause pour le président Laurent Gbagbo. Mais en même temps, il n'en demeure pas moins que je reste militant des droits de l'homme. Et à la vérité, j'ai pris fait et cause pour le président Laurent Gbagbo quand je regarde les conditions dans lesquelles il a été déchu. Un monsieur qui a été confirmé par le Conseil constitutionnel, la communauté internationale n'a pas voulu entendre raison, et puis il a été bombardé. Puis il était le président de mon pays, et à la télévision, j'ai pris position, et voilà que j'ai été menacé de mort, je me retrouve en exil. Très bien. Mais la question des victimes. Alors, je constate à Abidjan que des compatriotes, notamment du Nord, qu'on appelle aujourd'hui les victimes du RDR, continuent de se plaindre, continuent de manifester. Moi, je considère que c'est de la pure manipulation. Parce que depuis le départ... Docteur Boga Sako, nous parlons sans langue de bois dans cette émission. Est-ce que dans cette histoire, est-ce que les responsabilités ne sont-elles pas partagées? Il y a quand même eu 3000 morts. C'est pour ça que, justement, j'allais y arriver. Depuis le début, quand je suis sorti du pays et que vos confrères, sur tous les plateaux à Paris, m'ont interviewé, j'ai dit, écoutez, on ne peut pas faire une guerre à deux et puis poursuivre un seul camp. Depuis le départ, on l'a dit, et je le maintiens. Ce procès a échoué parce qu'on n'a pas voulu faire du droit. On a voulu faire un tribunal des vainqueurs pour trouver le bouc émissaire. Le bouc émissaire étant pour eux Laurent Gbagbo et son camp. Tous les militaires, tous les ministres du président Laurent Gbagbo, tous ceux qui étaient dans son gouvernement ont été poursuivis, ont été condamnés. Madame Simone Gbagbo elle a été condamnée à 20 ans. Bien écoutez, tout le monde, tous les dignités. Aujourd'hui même où nous faisons cette émission, les hauts gradés de l'État de Côte d'Ivoire, les militaires, les généraux, qui étaient les généraux de la République de Côte d'Ivoire, le commandant de la garde républicaine, le général Doboblé, tous ces gens sont encore en prison jusqu'à ce jour. Comment aujourd'hui on peut acquitter Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, acquitter le président Laurent Gbagbo, le ministre Blaise Goudé, donc les politiques qui sont les donneurs d'ordre, et puis conserver en prison des simples militaires qui n'ont fait que protéger la République. Oui, je le dis et je le redis encore une fois, cette question, elle est fondamentale. Les victimes, pourquoi manifestent-elles contre la libération, l'acquittement du président Laurent Gbagbo? De mon point de vue, si la justice mondiale a estimé que Laurent Gbagbo et Blaise Goudé sont innocents, allez-y chercher de l'autre côté, parce que dans tous les cas, il faut au moins qu'il y ait un coupable dans cette affaire. Et nous sommes Ivoiriens, nous sommes réalistes. Et je vais terminer par là. Dans cette affaire, les forces de défense et de sécurité qui ont défendu la République ont commis des crimes. Dans cette affaire, les forces pro-Ouattara, les rebelles d'hier, qui ont défendu le pouvoir, qui ont lutté pour le pouvoir pour Ouattara, notamment les troupes de Guillaume Soro et autres, ont commis des crimes. Dans cette affaire, les forces françaises, la Licorne, ont commis des crimes. Dans cette affaire, les casques bleus qui ont soutenu le Ouattara, la Licorne qui ont soutenu Ouattara, ont commis des crimes. Mais comme ils voulaient tous se rabattre donc, sur Dr Boga Sako, en conclusion, vous estimez que les responsabilités sont partagées? Elles sont partagées, mais je note que la justice a innocenté Laurent Gbagbo et Blaise Goudé. Donc, M. Gbagbo a été lavé. Donc, si elles sont partagées, c'est que ce sont les autres, finalement, qui doivent l'assumer. Et à la vérité, pour tous les Ivoiriens, pour nous qui sommes dans le pays, un président de la République est au pouvoir, il défend la République, il a été attaqué par une rébellion, laquelle rébellion a été soutenue par la France et la communauté internationale. Elles doivent assumer. Cette France et la communauté internationale, ce sont elles qui sont à la base des crimes qui ont été commis dans notre pays, parce que les forces de défense et de sécurité et les jeunes patriotes n'ont fait que défendre la République. Et je fais partie de ceux qui ont défendu la République. D'accord. Puisque vous évoquez la communauté internationale, avant de relancer notre collaborateur Sénapeto, alors justement aujourd'hui, Dr Boga Sako, on le sait, hein, tout le monde le sait, que ce procès n'a rien d'une procédure judiciaire. Il s'agit d'un procès politique pour écarter un adversaire politique et mettre hors d'état de nuire un trouble fait de l'oligarchie géopolitico-économique internationale. Alors la France et les États-Unis sont cités pour en être les principaux instigateurs. Est-ce que vous confirmez ce fait-là, Dr Boga Sako? Je le confirme. Je l'ai confirmé dans un livre. Je vous l'ai cité tout à l'heure. Un de mes livres que j'ai appelé La guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu. Ce livre-là qui sort en 2012, ce sont tous les faits. Puisque je suis sorti d'Abidjan avec des témoignages. Je suis un militant des droits de l'homme. J'ai une structure bien connue en Côte d'Ivoire. Et mes stagiaires, les étudiants de maîtrise, de licence qui travaillaient dans mon organisation étaient sur le terrain. On a observé l'élection. Cher ami, je vais résumer. Même si c'est une émission spéciale, mais je résume. Allez-y. Dans cette crise-là, l'ONU
à la première responsabilité. Parce que c'est le représentant spécial de l'ONU qui était le certificateur de l'élection. Il ne s'est pas contenté de certifier l'élection en disant que l'élection était conforme aux règles universelles, etc. C'était une bonne élection démocratique. Non, il allait plus loin. Il a dit, le vainqueur s'appelle Alassane Ouattara. Il a outrepassé ses compétences. Donc c'est lui le premier fauteur de troubles. C'est lui qui a fait qu'il y a eu 2 présidents déclarés. D'un côté, M. Laurent Gbagbo, déclaré par le Conseil constitutionnel, et de l'autre, M. Ouattara, reconnu par la communauté internationale sur la base du certificateur M. Choi. Deuxième responsabilité de la France. M. Nicolas Sarkozy n'a pas joué au franc jeu. Il a voulu aider un ami qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, et donc il a activé Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies, pour qu'il lui donne des mandats pour lui permettre d'agir en tant que licorne en Côte d'Ivoire. C'est ce qui s'est passé. Je suis bien placé, nous sommes des témoins vivants. Tant que nous vivons, nous avons les faits et nous les connaissons. Donc pour vous, vous voulez que la Cour pénale internationale interpelle Nicolas Sarkozy? Hélas, hélas, c'est ce qui devrait se faire. Et Nicolas Sarkozy et même l'ONU, Ban Ki-moon. Mais la Cour pénale internationale, elle est redevable à tout. Elle a été créée par l'ONU, donc c'est un instrument de l'ONU. Et la Cour pénale internationale ne peut pas émettre de mandat d'arrêt contre vous, mon frère Amos Sylvain, tant que le Conseil de sécurité, par exemple, ne donne pas mandat ou bien que les juges ne se décident. Il ne peut pas se faire harakiri. Ils ont créé une institution pour eux, ce sont eux qui en sont les maîtres, c'est eux qui donnent les ordres. Quand j'ai vu ce détail dans le traité de Rome, selon lequel le Conseil de sécurité peut donner l'ordre à la Cour pénale internationale de poursuivre ou même d'arrêter les poursuites contre une personnalité, je dis c'est pas la peine. J'ai compris donc que notre cause n'était plus du tout défendable. Le président Laurent Gbagbo ne faisant pas leur affaire, ils l'ont ciblé et ils ont décidé. Et donc Nicolas Sarkozy ne sera jamais poursuivi de la même façon que Bush, qui avait menti dans le dossier de l'Irak, n'a jamais été poursuivi et ne sera jamais poursuivi. En résumé, en conclusion, les grandes puissances continuent de manipuler le monde depuis que les 5 États sont au Conseil de sécurité de l'ONU, les seuls à décider du monde, c'est ce qui continue, hélas. Hélas. Alors, Dr Bouga Sako, devant cet état de fait, que doivent faire concrètement les Africains? Quelles conséquences devons-nous tirer, surtout les peuples africains? J'ai fait des esquisses de propositions concrètes dans un autre de mes livres. J'en ai écrit 6 au passage, qui s'intitule Afrique Liberté, conditions pour une Afrique libre et émergente. C'est sorti aux éditions universitaires européennes à Berlin, qui se trouve sur Amazon, tout le monde peut le trouver. Dans ce livre, j'ai dit que si l'Afrique veut s'émanciper, elle doit se doter des instruments fondamentaux des États de droit, notamment avoir une justice africaine. On ne peut pas dire que nous sommes un continent qui a des cadres de valeurs au même titre que les Occidentaux, parce qu'on est allé à leur école, on a les mêmes diplômes, et puis on n'est pas capable d'avoir des juridictions dignes de ce nom, capables de juger nos dirigeants sur le continent. Le seul exemple qu'on a réussi montre qu'on peut le faire avec Hissène Habré. La communauté internationale voulait juger Hissène Habré dans un tribunal occidental. Les Africains se sont levés, ils ont dit non. On a mis en place un tribunal spécial au Sénégal, et puis on a jugé Hissène Habré au Sénégal, et Hissène Habré a été condamné à l'ancien président dictateur du Tchad. Donc oui, l'Afrique est capable. Il ne faut pas qu'on nous infantilise. Les Macron là, Macron n'est qu'un énarque. Macron n'est qu'un énarque. Nous sommes des diplômés autant en Afrique. On a des compétences. Donc c'est à nous de prendre notre destin en main pour montrer aux Occidentaux qu'on n'est plus des enfants. Après 60 ans d'indépendance, si on n'est pas capable d'avoir une Union africaine digne de ce nom, si on n'est pas capable d'avoir un tribunal, bon, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est un tribunal, mais il n'est pas encore un tribunal plein. C'est encore une juridiction, mais qui est une sorte d'appendice de l'Union africaine. Il faut en faire un tribunal plein pour que sur le continent, les cadres africains puissent avoir la capacité de dire le droit, de prendre aussi les responsabilités qui sont les leurs. Et je finis par là. Cher ami Amos Sylvain, personne ne viendra rehausser l'Afrique si ce ne sont les Africains eux-mêmes. Et quand on dit qu'il y a un dictateur, mais autour du dictateur, il y a des cadres, il y a des intellectuels. Donc c'est nous-mêmes. Si nous ne sommes pas capables de nous détacher de l'argent facile, l'argent qui nous amène à faire des salamalek à des dictateurs, des salamalek à des guerriers, à cause de l'argent, on ne pourra jamais relever cette Afrique et on sera toujours là à faire la courbette devant nos collègues occidentaux, les journalistes occidentaux qui, quand ils arrivent en Afrique, ils pensent qu'ils sont plus journalistes
que Amos Sylvain. Merci beaucoup, Dr Boga Sako, le grand panafricain. Édition spéciale après l'acquittement définitif de Laurent Koudjou-Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Joie ou colère, une décision tardive de la Cour pénale internationale. Merci de nous suivre sur le 3xW canalk.cr et sur Radio à volonté. La voix de la résistance du peuple togolais nous accompagne, ou bien notre invité spécial est Dr Boga Sako, président fondateur de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique FIDOP, et nous accompagne également notre collaborateur Sénapeto depuis Luxembourg, qui patiente beaucoup parce que je pense qu'il a beaucoup de questions à poser par rapport à cet événement qui nous est très cher, l'acquittement définitif de Laurent Koudjou-Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Sénapeto depuis Luxembourg. Oui, alors, docteur Boga Sako-Gervais, nous savons, on ne va pas vous poser cette question qui relèverait finalement, permettez-moi le terme, de la niaiserie. La question de savoir si vous vous attendez à ce que le président Koudjou-Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé rentrent très vite au pays. Donc, on ne va pas vous poser cette question. Par contre, la question est déjà posée, c'est la péto. Je comprends la figure de style. J'aimerais partager une information avec vous pour avoir votre avis, mais qui va dans le même sens. Donc, le président Alassane Dramane Ouattara avait déclaré il y a quelques mois sur la chaîne française France 24 qu'il souhaitait que le président Gbagbo rentre au pays plutôt après la décision de la chambre d'appel. Alors, eu égard à toutes les péripéties qu'a connues la simple procédure de délivrance d'un passeport au président Gbagbo, est-ce qu'on peut faire confiance à M. Ouattara dans ce cas précis? Je réponds à cette question avec beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, mais avec de la gravité. De vous à moi, est-ce qu'il revient à un chef d'État, est-ce qu'il revient à un dirigeant de décider de quand va rentrer dans son pays un citoyen de ce pays? D'accord. Est-ce que ça vous trouvez ça? Je trouve, même quand j'entends cela, j'ai mal. J'ai mal parce que je suis natif de la Côte d'Ivoire au même titre que Laurent Gbagbo. Et la constitution de notre pays, même celle que M. Ouattara lui-même a proposée, qui est en vigueur aujourd'hui, du 8 novembre 2016, dit à son article 22, aucun citoyen ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Est-ce qu'il revient à un dirigeant de décider quand doit rentrer dans son pays un citoyen? Même si vous avez un natif, un ressortissant de votre pays qui a un problème avec le droit international, en tant que chef d'État, vous pouvez dire à la limite, écoutez, moi je ne me mets pas de questions de justice. Si M. Laurent Gbagbo a le droit de rentrer dans son pays, c'est moi qui serai le premier à l'aéroport pour l'accueillir. Voilà ce que devrait dire un chef d'État. Mais à travers cette question, je comprends. Et je peux vous dire, cher ami, c'est là quand vous posez la question. Je suis allé tellement au procès à La Haye. Le 6 février 2020, nous étions au procès. M. Ouattara a envoyé des avocats pour aller plaider pour que la CPI ne lève pas la restriction des libertés de M. Gbagbo pour qu'il n'arrive même pas en Côte d'Ivoire. M. Ouattara l'a fait. Avec l'argent du citoyen ivoirien. Il prend notre argent pour aller plaider dans un tribunal mondial pour que notre président, ex-président, ne revienne pas dans son propre pays. Est-ce que vous ne trouvez pas ça choquant? Non. Et donc, Dr Boga Sako, je ne me coupe pas. Je pense qu'il y a aussi un problème un peu délicat. Je pense aussi que c'est délicat ou pas. Il faut quand même rappeler que Laurent Gbagbo a été condamné en janvier 2011 par contumace à 20 ans de prison pour braquage de la BCAO, Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Alors, cette affaire pourrait-elle connaître un règlement politique pour faciliter le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Sylvain, si tu me permets, pour réenchérir justement dans le développement de la déclaration de M. Ouattara, il disait, il évoquait justement cette procédure-là, cette condamnation. Donc, lui, il estimait que il ne parlait pas d'autorisation, même si, quelque part, ce que dit le docteur Gervais Boga Sako est tout à fait véridique. Lui, il dit que, eu égard à toutes ces complications ou à ces procédures ou problèmes d'ordre judiciaire, il va falloir que de part et d'autre, qu'ils se parlent pour pouvoir voir dans quelles conditions ils seraient rentrés au pays. C'était plutôt ça. Donc, voilà. Docteur Boga Sako. Non, je comprends.
D'abord, mon cher Amos Sylvain, c'était en 2019, hein, le 20 janvier 2019. 2019. Il a été condamné. C'est pas en 2011. Exactement. Pour montrer clairement que c'est après l'acquittement même à la CPI, le 15 janvier 2019, que Ouattara se précipite pour mettre en place un tribunal à Abidjan, sans même que les avocats du président Gbagbo ne soient informés et présents, et on le condamne à 20 ans. On a tous vu qu'en réalité, c'était une condamnation politique. C'est-à-dire que dès l'instant où si on le libérait totalement à la CPI, moi, je le bloquerais. Voilà. À la vérité, mon cher Sénat, comprenez qu'il y a de la suite il y a de la logique dans la suite dans mon raisonnement. Tout à fait. Dès l'instant où le monsieur, il sait très bien que il veut se faire propriétaire du pays et, il allait dire, détenteur de la vie des citoyens du pays. C'est pas comme cela dans un état de droit. On n'est pas dans un royaume, on est dans une république. Et la république, ce sont les lois. Aucun citoyen n'est au-dessus de la loi, ni en dessous de la loi. Nous sommes égaux en dignité et en droit, à titre premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme. M. Laurent Gbagbo a été acquitté, M. Ouattara en a peur. Et donc, il a fabriqué un procès. Très bien. Bon, le procès existe. Mais dans ce cas, pourquoi envoyer encore des avocats à la CPI pour empêcher qu'il arrive? Tu l'as condamné dans ton pays. Mais attends qu'il arrive. Dès qu'il arrive, tu le prends, tu le mets en prison. Laurent Gbagbo est trop prêt pour cela. Laurent Gbagbo est trop prêt. C'est pour ça qu'il a dit à ses partisans, avant même les législatives qui ont eu lieu le 6 mars, il a dit, j'ai décidé de rentrer dans mon pays avec ou sans l'accord de M. Ouattara. Et donc, c'est vrai. Donc, vous pensez qu'il peut y avoir un règlement politique pour faciliter le retour de Laurent Gbagbo par rapport à cette affaire? C'est ce ça s'imposait. Et M. Gbagbo était dans ce sens. C'est pour ça qu'il a pris son téléphone et il a appelé M. Ahmed Bakayoko, paix à son âme, pour dire, je veux rentrer dans mon pays, j'attends mes passeports et j'attends aussi que nous puissions négocier. Et le président Laurent Gbagbo, c'est un politicien. Il est d'accord que même si ce procès n'est pas légal, il n'est pas juste, mais quand même, négocions. Mais on ne va pas négocier pendant 5 ans. On ne va pas négocier à la limite, M. Ouattara. Et puis, nous, on est bien placés. M. Ouattara voudrait que M. Laurent Gbagbo dise sur papier, je rentre, je ne vais plus faire de la politique, je vais m'asseoir à Mama, je ne ferai plus rien, je serai là comme un petit garçon qui va... Non, pourquoi faire la courbette à M. Ouattara? Pourquoi? Pourquoi? Donc, et c'est pour cela que l'avocate de M. Gbagbo, Maître Abiba Touré, récemment, après l'acquittement, elle a fait une sortie. Les pro-Ouattara disent que c'est de la provocation, mais elle a été très claire. Elle a dit, rien ne peut intimider le président Laurent Gbagbo quant à rentrer dans son pays. On ne peut pas influencer, on ne peut pas faire peur au président Laurent Gbagbo avec une peine de prison. Le président Laurent Gbagbo, toute sa vie, n'a fait que de la prison. Quand vous étudiez son parcours, moi je suis un militant de la société civile, mais on est tous admiratifs, on était étudiants. Quand ce monsieur a commencé à faire de la politique face au président fondateur de notre nation, qui s'appelait Félix Houphouët-Boigny, il a fait de la prison, lui, sa femme, son fils. Toute sa vie, ça n'a été que de la prison. Et la première prison où il a failli perdre la vie, c'était M. Ouattara, en 92. M. Ouattara était Premier ministre depuis 1990. Et il a fait arrêter le président Laurent Gbagbo. Ils l'ont bastonné, ils ont failli le tuer. Ils l'ont mis en prison. Donc, il n'a pas peur de la prison. Il a dit, je vais faire la CPI. Si c'est maintenant pour aller faire la prison en Côte d'Ivoire, mais je serai prêt. Mais attendez-moi, Abidjan, pourquoi vous empêchez que je vienne même? En tout cas, je pense qu'il n'y a pas que Laurent Gbagbo qui est seul condamné. Je pense qu'il y a aussi Charles Blé Goudé qui est aussi condamné dans une affaire de... je ne me rappelle pas tellement, mais il est aussi condamné en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé. Tout à fait. Et même dans le cas de Charles Blé Goudé, c'est encore très discutable. Parce que dans le cas du président Laurent Gbagbo, la condamnation à 20 ans, ça a été une petite farce. C'est-à-dire que comme on ne pouvait plus le poursuivre sur les mêmes chefs d'accusation que la CPI, crimes contre l'humanité, les massacres dans la crise de 2011, on a trouvé le cas de la BCAO. On dit non, il a cassé la BCAO, il a pris l'argent là-bas. Or, cet argent, c'était pour payer les fonctionnaires. On l'a déclaré vainqueur de l'élection, il est président. Il y a les fonctionnaires qui vont au travail. Il faut les payer. Et donc, il a pris cet argent, il a payé les fonctionnaires. M. Ouattara dit, c'est du vol. Très bien. Donc, c'est pour ça qu'on la condamne à 20 ans. Vous voyez comment c'est ridicule. Et Mme Gbagbo, qui a été aussi poursuivie et condamnée sur le même fait, à 20 ans aussi, hein, je vous précise, M. Ouattara a distribué les 20 ans. Chez lui, quand il prend un homme politique, c'est 20 ans. Voilà, il n'y a rien d'autre. Exactement. Donc, Mme Gbagbo, elle disait au juge, mais monsieur le juge, donc vous me poursuivez pour l'argent qu'on a utilisé pour vous payer,
Est-ce que vous avez refusé quand on vous a payé? Ou bien est-ce que M. Ouattara, quand il est devenu président, il a payé 2 fois vos salaires? Non, c'est l'argent qu'on a utilisé pour vous payer. Vous dites que c'est casse de la BCAO de vol. Non, à la vérité, ce procès n'a même pas de sens. M. Ouattara le sait. Et donc, pour Blé Goudé, je disais que c'est plus discutable parce qu'on a poursuivi Blé Goudé pratiquement pour des faits similaires pour lesquels il vient d'être acquitté définitivement. Et ses avocats l'ont dit, Maître Ndri. C'est pour ça que, à la vérité, si M. Ouattara voulait être un peu digne d'un chef d'État, il allait même leur permettre de rentrer. Et puis la procédure judiciaire, on pouvait la reprendre. Parce que je parle un peu sous le contrôle de mon frère Sénat, qui est juriste. Il sait très bien que même quand on vous a poursuivi par contumace et que vous arrivez et que vous prenez des arguments, on peut ouvrir le procès puisque je suis présent. Je confirme. Voilà. Alors, je pense que Sénat peut encore d'autres questions dans ce dossier acquittement définitif de Laurent Koudjou-Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Joie ou colère? Pour certains Africains, c'est la joie. Pour d'autres, c'est aussi la colère. Pour Dr Boga Sako, c'est les deux. Sénat peut allez-y. Oui, toujours dans le même ordre d'idées, donc autour du retour du président Koudjou-Gbagbo. Et il y a monsieur Joël Nguessan, qui est ancien ministre des Droits de l'Homme, donc vous devez bien le connaître. Bien sûr. Du président grand partisan de Laurent Ouattara. Et qui est membre du conseil politique du RHDP, le parti au pouvoir. Donc, il a récemment estimé, toujours sur France 24, que, quant à lui, malgré leur acquittement, donc les deux blanchis doivent faire acte de repentance une fois rentrés en Côte d'Ivoire. Que vous inspirent ces propos? Que doivent admettre encore les deux acquittés selon vous? Bon, en tout cas, il sourit parce que pour vous, donc, ça n'a pas raison d'être, César. Non, mais c'est tellement risible. Parce qu'en fait, à la vérité, vous savez, on se connaît tellement entre nous Ivoiriens. Monsieur Joël Nguessan, là, c'est sa propre déception, c'est son échec personnel. Parce que tellement guindé, tellement zélé, il s'est mis sur la liste des témoins à charge pour condamner le président Laurent Gbagbo. Il est allé à la CPI. Il a plaidé. Et il a été débouté. Donc c'est une double honte. C'est une perte, une peine personnelle. Parce qu'il avait dit sur tous les journaux en Côte d'Ivoire, sauf cas de miracle, Laurent Gbagbo ne sera jamais acquitté. Voilà, aujourd'hui, c'est la honte. Moi, à sa place, tout le monde pouvait parler en Côte d'Ivoire, en tout cas au sein du RHDP, sauf un certain Joël Nguessan. Parce que tenez-vous bien, et là, je vais encore évoquer un autre aspect. La présence même de Joël Nguessan, là, elle est indécente à la CPI. Sa présence pour aller plaider contre le président Laurent Gbagbo, là, elle est indécente. C'est-à-dire qu'en d'autres cas de figure, moi, Dr Boga, je pense que toi-même, Sylvain Amos, ou bien même mon cher Sénat, vous feriez cela, vous diriez, j'aurais bien pu aller à la CPI pour participer à sa condamnation, mais je me réserve. Pourquoi? Pour des questions de famille. M. Joël Nguessan, c'est le beau de M. Laurent Gbagbo. Son neveu a épousé la fille jumelle du président Laurent Gbagbo. Vous voyez comment c'est indécent. Et c'est lui, Joël Nguessan, qui a utilisé, qui a marché, même s'il est infirme, qui est allé avec la dot chez Laurent Gbagbo pour dire « Mon neveu va épouser ta fille. » Et c'est lui qui va à la CPI, qui va plaider pour qu'on condamne le président Laurent Gbagbo. Alors quand on le libère, acquitté, blanchi, ce Joël Nguessan devrait se taire à jamais. Parce que c'est une piètre personne qui n'a pas de honte. Et moi, j'en ai honte à sa place. Tout à fait. Alors, Dr Boga Sako, tout doucement, on tire vers la fin de cette émission spéciale, acquittement définitif de Laurent Koudjou-Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Alors, ça, ce sera ma dernière question. Je pense que le Sénat aura aussi une dernière question à vous soumettre. Alors, au travers de cette décision de la CPI, qui, on peut quand même dire que c'est quand même une décision tardive, l'heure au pardon, est-ce que c'est l'heure du pardon et de la réconciliation? Est-ce que cette heure a sonné une fois pour de bon en Côte d'Ivoire, Dr Boga Sako? Oui, en répondant à cette question qui est très importante, je profite en même temps pour compléter
ma réponse à la question précédente de mon cher Sénat sur la question de la repentance. Pardon et non repentance de la part du président Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Parce que se repentir de quoi? Vous savez, le juge principal du tribunal de première instance qui a acquitté, le juge Tuno Tarfuseur, il a dit le président Laurent Gbagbo était président de la République. Il a été attaqué par une guérilla urbaine armée, une rébellion. En tant que chef de l'État, il a pris les décisions qu'il fallait pour défendre la République. Donc, à la vérité, on a accusé le président Laurent Gbagbo d'avoir défendu la République contre des rebelles et contre une armée étrangère française, la Licorne, et puis contre des casques bleus. Un complot mondial contre lui seul. Donc, se repentir de quoi? Et les milliers de morts, 3 000 officiellement, mais en réalité 16 000, selon la commission Vérité, Dialogue Vérité et Nationale, dans la CDV, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, que M. Charles Konabani présidait. Il y a eu 16 000 morts. Moi, à la place de M. Ouattara, on devrait même se mettre ensemble avec M. Gbagbo, avec M. Bédié, et ensemble, parce que ce sont les 3 leaders là qui se font la guerre depuis près d'une vingtaine d'années. Et donc, s'il y a des morts dans le pays, de part et d'autre, c'est surtout de la responsabilité de ces leaders, les héritiers d'Houphouët-Boigny qui n'ont pas été capables de gérer l'héritage de notre premier président et qui s'entredéchirent à mort pour le pouvoir. Ce sont ces 3-là qui doivent se repentir et demander pardon à tous les Ivoiriens. Mais vouloir faire porter le chapeau à M. Laurent Gbagbo seul, et lui demander à lui seul de se repentir, et lui demander à lui seul de demander pardon aux Ivoiriens, mais pardon de quoi? Au contraire, tellement il était seul, et tellement il était aimé, par sa façon de gouverner le pays, il a été soutenu par la masse ivoirienne contre ceux qui ont fait mal à la Côte d'Ivoire, notamment M. Ouattara et M. Bédié hier, avec Guillaume Soro. Mais aujourd'hui, l'heure est au pardon. Si vous voulez qu'on pardonne, ayez l'humilité de reconnaître vos fautes. Et puis les Ivoiriens, dans leur générosité, vont vous pardonner. Mais si vous voulez faire le tri, et puis faire porter le chapeau à un seul, ce seul-là, il sera soutenu par la masse. Et nous tous, nous l'avons soutenu. Parce qu'à la vérité, on connaît la vérité. C'est vous qui avez armé une rébellion contre la République. C'est cette rébellion qui nous a tous envoyés en exil. C'est cette rébellion qui a fait tuer nos compatriotes. Parce que dans une république, même quand on s'oppose, on ne prend pas les armes contre la même patrie. Parce que les armes, elles détruisent des innocents. Elles tuent des innocents. Et il y a des milliers d'innocents qui ont perdu la vie. Et pourtant, vous êtes encore en vie. Alors, on va finir tout doucement cette émission spéciale acquittement définitif de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. La dernière question, rapidement, sénateur depuis Luxembourg. Est-ce que vous avez une dernière question très courte à soumettre au docteur Boga Sako? Le ministre Charles Blé Goudé, donc, que la communauté internationale a reconnu innocent des charges qui pesaient contre lui à la CPI, vient de demander publiquement et humblement pardon à ses frères innocents. Et en même temps, il tend la main au camp d'en face pour clore ce chapitre malheureux de la Côte d'Ivoire afin d'aller ensemble, je cite ces mots, vers la nouvelle Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ces propos vous inspirent? Docteur Boga Sako, en même temps, votre mot de fin dans cette émission spéciale. Le ministre Charles Blé Goudé est un frère à moi, un jeune frère pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et je comprends très bien le pardon qu'il a demandé. C'est un leader qui était au cœur du combat patriotique. Il était même en première ligne. Hein. C'était lui qui était sur le terrain, vraiment pour mobiliser les troupes. Donc, je pense que ce pardon qu'il demande, c'est un pardon de haute responsabilité et je l'apprécie. Hier, j'étais dans des dispositions tout à fait différentes. Quand il tendait la main à M. Ouattara, j'ai dit, mais on ne tend pas la main à un dictateur. Aujourd'hui, il est lavé, blanchi totalement, il est prêt à rentrer dans son pays et il demande pardon. Parce qu'il y a des victimes. En tout état de cause, il y a des victimes. Mais il y a des victimes de part et d'autre. M. Blé Goudé l'a fait. Je suis sûr que le président Laurent Gbagbo, quand il prend la parole, il nous a toujours dit, allons à la réconciliation. Même quand il était à Scheveningen et qu'on lui rendait visite, il disait à nous tous, moi j'ai eu l'occasion d'y aller également le rencontrer.
Mettons-nous dans des dispositions de la réconciliation. Le président Laurent Gbagbo et le Michel Blé Goudé, quand ils vont rentrer là, vous allez voir, chers amis, vous serez témoins, la Côte d'Ivoire va s'élever. Même des pro-Ouattara vont danser pour le retour du président Laurent Gbagbo. Ils demanderont pardon à toute la nation ivoirienne. Mais M. Ouattara, il ne doit pas manquer de le faire. Parce qu'il voit les autres. Il ne voit pas ce que lui-même il fait aux autres. Il ne voit pas que nous sommes emprisonnés depuis 10 ans. Nous sommes en exil depuis 10 ans. Les gens meurent dans le pays depuis 10 ans. Il y a le rattrapage ethnique dans le pays depuis 10 ans. Il n'y a que les pro-Ouattara qui sont à tous les postes de responsabilité depuis 10 ans. Ça fait trop. Et les Ivoiriens en ont grossi le cœur. Si vous voulez qu'on se réconcilie, faites profil bas, un peu d'humilité, demandons-nous pardon, et puis allons à la réconciliation. La Côte d'Ivoire de demain, elle va renaître, elle va rebondir. Il faut que ce soit avec nous tous. Mais celui qui veut s'exclure de ce grand mouvement, je suis désolé, mais va rester au bord de la voie. Parce que les Ivoiriens ont besoin d'une Côte d'Ivoire libre, responsable, souveraine, prospère, avec tous ses fils. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Je dis merci à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs de la radio Canal K et à vous l'été. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi et à la prochaine. Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, docteur. En Côte d'Ivoire alors. Exactement, en Côte d'Ivoire. On se retrouve en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, docteur Bogassako Gervais, président fondateur de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique. Fido, merci de nous avoir accompagnés dans cette édition spéciale. Acquittement définitif de Laurent Gbagbo de Charles Blé Goudé. Joie ou colère, une décision tardive de la Cour pénale internationale. On ne peut que vous dire merci et bon courage à retour. C'est bonsoir. Canal K. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Et bien justement, après l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, à tous les Africains, à tous les Ivoiriens et plus de paix, de liberté, de réconciliation, nous vous offrons cette chanson fétiche de Laurent Gbagbo, chantée par les Galiens. Ils disent tout simplement, devant ces maïs.